Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Hier soir, le président russe Vladimir Poutine a signé des décrets présidentiels reconnaissant l'indépendance de la République de Donetsk et de la République de Lugansk. Depuis plusieurs jours, les tensions font de nouveaux rages à la frontière ukrainienne. La situation est faite de hauts et de bas et il est de plus en plus difficile de prédire si les tensions vont redescendre ou monter d'un cran. Comment cette décision affecte-t-elle le suivi de la crise ukrainienne? Et nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hérouzin, commentateur de CGTN, Monsieur Xu Tieping, spécialiste en relations internationales, et en ligne avec nous Elsa Soureux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. Les États-Unis ont déclaré qu'ils se coordonnaient avec leurs alliés et annonceraient de nouvelles sanctions contre la Russie. La décision fait suite à la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions ukrainiennes de Donetsk et Lugansk. Moscou a également déclaré qu'il ne laisserait pas un nouveau bain de sang se produire dans les régions et il a envoyé ce qu'il appelle des forces de maintien de la paix. Le président américain Joe Biden a signé plutôt un décret exécutif pour imposer des sanctions économiques aux deux régions. Le Japon et l'Union européenne ont également mis en carte contre de possibles sanctions. Plusieurs pays et les Nations Unies se sont opposés à la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des régions de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé ses inquiétudes et a déclaré que la décision de la Russie constituait une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine, incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies. Le président américain Joe Biden a de son côté signé un décret interdisant aux entités américaines d'avoir affaire aux deux régions et a déclaré que davantage de sanctions pourraient être imposées si nécessaire. Le Royaume-Uni a indiqué qu'il préparerait des sanctions conséquentes et la France a appelé à des sanctions ciblées de l'Union européenne contre Moscou. L'Allemagne a affirmé que la Russie avait rompu son engagement vers les accords de paix de Minsk. Le Canada et le Japon ont également condamné cette démarche. On a été assez surpris par la décision du président Poutine. On a eu beaucoup de condamnations. Et quelle est la véritable raison de cette reconnaissance soudaine des républicains, des deux républiques par Poutine, Monsieur Xu? Je pense probablement qu'il s'agit d'un calcul, mais peut-être controversable. D'un côté, je pense que la Russie a proposé certaines revendications et finalement il reçut le rejet. Et les gens pensent qu'ils souhaitent que la Russie va faire une action diplomatique de nouveau, mais en réalité, c'est que sur le terrain, avec les accrochages, c'est qu'il me semble que le Kremlin a perdu la confiance en une éventuelle modification de l'orientation à Kiev. Donc la logique revient, voilà, si l'Ukraine ne change pas, je vais lui faire payer plus fort. C'est-à-dire prenez une partie territoriale, comme ce qui s'est passé en 2008 avec le conflit avec la Géorgie, qu'on le sait bien, avec la République autoproclamée d'Abkhaz, la République, disons, Ossétie du Sud, etc. Et finalement, il y a certains scénarios qui se reviennent. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Moi, je pense, oui, c'est des conséquences assez lourdes. Finalement, c'est que ça rend, je dirais, la porte d'une table de négociation de Minsk entrouverte, de réduire de moitié les chances. Bien que beaucoup, y compris la Chine, souhaitent la continuité de trouver la solution à travers ce panier, cette route-là. Et vous êtes d'accord aussi, Nicolas, sur le fait que ce soit un plan classique? En fait, je suis un peu d'accord avec Monsieur Xu. C'est une sorte c'est dû au blocage de négociations aussi, voyant que les États-Unis s'étaient mis aussi dans la position, disant que voilà,
cette menace russe, il fallait absolument se défendre contre cette menace, et qu'il n'y avait pas de négociation sur les principes de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et un peu la révision un peu de la sécurité européenne. On a l'impression que c'était un peu aussi bloqué du côté américain, que les Européens tentaient une médiation difficile, ils ont essayé de jouer jusqu'au bout la médiation. Je pense qu'il y avait une carte à jouer sur cette médiation européenne. Malheureusement, voilà, les positions plus radicales, russes et américaines, voilà, sont entrées en contradiction. Et l'Ukraine aussi qui voulait aussi bien sûr défendre son intégrité territoriale, ce qui fait que le président russe a décidé, en suivant un peu la décision de la Douma aussi, qui avait déjà voté pour reconnaître les républiques sécessionnistes d'être indépendantes, et là le président entérine ça. Bon, évidemment, il y avait le risque qu'il le fasse. Moi, personnellement, je pensais qu'il allait attendre, qu'il n'allait pas le faire, mais maintenant, c'est vrai que là, du coup, ça change complètement les principes du conflit et de la crise. Ça change complètement le principe de la crise. Est-ce que c'est-à-dire c'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est-à-dire que les forces russes peuvent entrer en Ukraine, sur le territoire ukrainien. Et ça, c'est un peu une ligne rouge, comme on l'a vu, pour les Nations Unies, par exemple, qui disaient, attention, il ne faut pas rentrer dans un pays sans autorisation internationale. L'ONU n'a pas donné son aval là-dessus, et l'Ukraine est un pays indépendant, et c'est vrai que mettre une armée étrangère dans un autre pays, ça peut être considéré comme une invasion, donc c'est très, très délicat cette fois-ci. C'est assez stratégique aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je ne pense pas encore qu'il existe une faisabilité de l'invasion au sens massif de la Russie en Ukraine. Mais en revanche, je pense que sur le territoire plutôt coupé, autoproclamé, c'est à travers le pilier, disons, des forces de maintien de la paix, de stabilisation, etc., comme on a vu en Géorgie ou d'autres l'endroit de l'ancienne République soviétique. Là, il peut, disons, réaliser une certaine statu quo de séparation. Et qui, tout de même, je dirais bien sûr, aggrave, fait, la continuité de perte de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sans la solution diplomatique. Je pense c'est que les médias, notamment américains, parlent beaucoup de l'invasion, c'est fait partie de la guerre informationnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est que le but objectif, c'est de faire allier obligatoirement les Européens dans les rails de Washington, dans les bateaux ou dans les bateaux, disons, de l'OTAN. Voilà, on est le destin commun, on prend le même front, etc. Mais la conséquence réelle, c'est surtout qu'on a vu une augmentation de risque de la répétition de la guerre froide en alliance militaire. C'est la nouvelle guerre froide qui a commencé. C'est là que c'est un jour, disons, c'est un moment, disons, annonceur assez pessimiste, assez mauvais pour le développement de l'Europe. C'est-à-dire, de cette époque-là, 30 ans après la guerre froide, on revient dans une sorte de logique antagoniste. Donc il n'y aura pas d'opération militaire à grande ampleur, selon vous? Moi, je ne pense pas, si on voit par exemple la potentialité, le pouvoir réel de la Russie et aujourd'hui son état financier diplomatique. Ce n'est pas, je pense que c'est contre-productif, je dis, même pour l'intérêt fondamentaux de la Russie. Mais en revanche, des frappes et des punitions bien sélectionnées, bien localisées, comme on dit dans le passé, tout à fait possible. Oui, moi, je suis d'accord aussi. Il y aura certainement une aide pour les combattants qui sont dans le Donbass. Après, il y a une limite aussi, une frontière qui est un peu difficile, un peu floue. Savoir est-ce que on va s'arrêter, est-ce que ces républiques sécessionnistes sont limitées à la ligne de front en ce moment, ou alors elles vont recouvrir toutes les régions de Donetsk et Lugansk, ce qui est différent. Donc dans ce cas-là, il y aurait une avancée de ces régions vers un peu plus vers l'ouest, et donc on prendrait un peu plus de territoire ukrainien. Donc là, on a deux points de vue, deux points de vue très très différents. La Russie qui estime qu'elle a le droit d'intervenir pour aider dans des républiques dont elle a reconnu l'indépendance.
Du coup, pour elle, il n'y a pas d'invasion du territoire ukrainien. Donc, elle reste dans la légalité, entre guillemets. Par contre, pour tous les pays qui n'ont pas reconnu cette indépendance, c'est une violation du territoire ukrainien. Donc là, on est vraiment dans deux visions qui s'affrontent. Qui a raison? C'est un peu... Bon, là, on va essayer de démêler la situation au fur et à mesure des jours qui vont venir. Ça nous fait penser un peu le scénario dans je dirais, le scénario d'événements balkaniques. Oui, voilà. C'est un peu comme si chacun a créé ses propres principes pour avoir ses raisons. Pour revenir à l'ex-Yougoslavie, c'est vrai qu'à un moment donné, à l'issue de la guerre, il y avait le Kosovo qui était dans une situation un peu difficile, on va dire, avec la Serbie qui voulait le maintenir. Et les puissances occidentales, européennes et américaines ont décidé de venir en aide au Kosovo pour le protéger. Et finalement, il s'est avéré que au final, le Kosovo est devenu une république indépendante. Et donc la Russie se montre que, voilà, en disant que voilà, je veux faire pareil. Pourquoi les Européens ont le droit de le faire? Les Occidentaux ont le droit de le faire. Pourquoi la Russie n'aurait pas le droit de protéger ce qu'elle pense être une région en danger où elle a des intérêts? C'est selon le territoire, disons, nominatif à un État, territoire autonome proclamé, territoire sur le principe d'ethnicité, etc., avec le principe soi-disant autodétermination. Alors chacun trouve une partie du droit international en leur faveur pour agir ainsi, militairement. Et Elsa, selon vos constats, comment ces décisions affectent-elles le suivi de la crise? Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont fait réagir dans ce qui a été dit précédemment. Est-ce que c'est vraiment une surprise, cette reconnaissance par le Kremlin des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk? Moi, je pense que non. En fait, on en avait déjà parlé lors de notre émission de jeudi dernier. Je pense que c'était en fait les deux cartes qui restaient à abattre pour Vladimir Poutine. Et voilà, c'est ce qui s'est produit. Donc, est-ce que c'est une surprise? Pour moi, non. Vous savez que depuis le début, en fait, les Américains ont pris le parti de révéler au grand public des informations classée défense par l'état-major américain. En fait, les États-Unis jouaient si vous voulez, le jeu de dire, voilà, nous, notre ennemi, on est en train de l'observer, donc on peut prévoir à peu près, on peut savoir où il est en temps réel et prévoir ce qu'il peut faire au moment où on vous parle. Donc on peut vous donner des informations en temps réel. Sauf que là, ils ont été un petit peu, entre guillemets, dupés par les Russes qui, en fait, ont toujours un coup d'avance. Et les Russes sont spécialistes de ça depuis, je vais dire, le début du 19e siècle. Au cours des guerres qu'ils ont vécues. Non mais c'est vrai, je veux dire, les Russes ont l'art de la dissimulation, du jeu, enfin c'est vraiment voilà, le jeu de guerre n'effraie pas Moscou, il l'a encore montré, et donc là ils ont eu un petit peu un coup d'avance avec la reconnaissance de ces républiques-là. Après, ce qu'a dit Nicolas aussi m'a fait réagir, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Cette déclaration, parce qu'en fait, Vladimir Poutine a fait une longue déclaration d'1h10 hier à la télévision d'État russe pour expliquer sa décision au grand public russe. Et effectivement, c'est un échec, mais cuisant, de la diplomatie, de la tentation de médiation européenne. Vladimir Poutine, pardon. Emmanuel Macron, qui s'était rendu tout seul à Moscou, qui avait été le premier à prendre les devants pour essayer d'apaiser la situation, tout ça. Il a passé son week-end, il a passé 6 coups de fil ce week-end. Il a passé son week-end au téléphone avec Joe Biden, avec Lavrov, avec Poutine, avec tout le monde. Il a vraiment tenté, il y a plein de photos qui ont été publiées sur le compte Instagram de la photographe officielle de l'Élysée en le montrant en chemise blanche avec l'air très contrarié au téléphone, etc. Donc vraiment, je pense qu'il endort plus de la nuit. Il passe vraiment lui qui est censé quand même s'occuper un petit peu de sa campagne présidentielle qui va commencer dans à peine 2 mois, les élections dans 2 mois. Il est monopolisé par cette crise russe. Et donc voilà. Le tout est de savoir, est-ce que Vladimir Poutine avait déjà en tête son scénario quand Macron est venu, et dans ce cas-là, ce serait vraiment l'humiliation totale pour le président français. On sait que voilà, ces deux hommes qui ont eu du mal à se comprendre, effectivement, maintenant en revoyant une fois de plus cette fameuse conférence de presse à la suite de la rencontre entre Macron et Poutine, on a vraiment l'impression qu'en fait c'était deux mondes, deux visions du monde totalement différentes qui ne peuvent plus en fait se rencontrer. Et le gros problème, c'est que j'ai l'impression que ce conflit, plus que militaire ou politique, va tourner au conflit de civilisation. Et ça, c'est un peu plus
dangereux parce que, alors je vais vous citer, en fait il y a un écrivain franco-russe que j'aime bien qui s'appelle Vladimir Fedorovski, qui est en fait un grand connaisseur de la Russie, puisqu'évidemment il est d'origine russe, et il disait ce matin, il était invité sur France Inter, que la rupture avec l'Europe, entre l'Europe et la Russie était inéluctable. C'est-à-dire que maintenant, pour l'opinion publique russe, l'Europe est en train de s'effondrer, est en train de céder sous le fait de mouvements culturels qu'elle ne contrôlerait plus, ou même de flux migratoires qu'elle ne contrôle plus, etc. Donc l'Europe occidentale est en train de s'effondrer, et donc c'est un aveu de faiblesse, et voilà. Et donc en fait, par contre, lui, il tempère en disant que Moscou n'a pas l'intention d'aller au-delà du Donbass, et il estime que ce sont les Américains qui racontent des histoires. Donc vous voyez, les intellectuels français qui connaissent bien la Russie, comme par exemple donc Fedorovski ou Elena Karer-Dankos, qui est la plus grande connaisseuse de la Russie en France, disent que Vladimir Poutine n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine, et lui il le répète. Bon, c'est vrai que là pour le coup il a un petit peu perdu la confiance de l'Occident, parce qu'on a vu que bon, c'était pas si fiable que ça, ces déclarations. Mais voilà, en fait les intellectuels pensent que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est impossible, enfin que ne se fera pas. Moi j'en suis toujours convaincue aussi à titre personnel, parce que voilà, j'ai lu voilà. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire le roman du Kremlin de Vladimir Fedorovski, justement, parce que c'est une histoire de la Russie, mais il y a aussi un chapitre sur Poutine qui est très intéressant pour comprendre un peu la psychologie du personnage, qui est très 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 complexe, mais aussi il faut connaître un petit peu le monde slave, ou un peu l'histoire de la Russie, pour connaître en fait un peu les décisions de Poutine, que nous effectivement, si on ne connaît pas bien la Russie, on a du mal à comprendre. Et vous êtes d'accord que maintenant, c'est les deux visions complètement différentes qui se rencontrent jamais entre l'Europe et la Russie? Je pense que Vladimir Poutine l'avait dit dans ses plusieurs déclarations, et notamment celle-là qui a été un peu surprenante, parce que pour beaucoup, en disant quelle sorte de colère ou de revanche, il avait l'air vraiment de dire que maintenant, ça fait plus de 20 ans en fait qu'il mûrit un peu cet esprit revanchard, les fondements de l'ex-Union soviétique. Et qu'en fait, voilà, la Russie doit retrouver un peu sa position de superpuissance. Est-ce que la Russie a réussi sur sa face de regagner un peu sa place internationale? Voilà, c'est exactement ça. Elle est en train de montrer que maintenant, elle a les moyens militaires, les moyens diplomatiques et la volonté de le faire. Elle est prête à s'engager, et aussi à montrer, voilà, elle n'a pas peur d'utiliser l'arme, l'outil militaire. Ce que nous, Européens, Occidentaux, on peut le faire parfois on l'a fait dans des missions, par exemple en Libye ou en Afghanistan. Les Occidentaux le font aussi, mais on ne le fait jamais en Europe, ça c'est sûr. Depuis ce qui s'est passé avec l'ex-Yougoslavie, on évite tout conflit sur le sol européen. La Russie, elle, a décidé que voilà, elle pouvait le faire. Et donc, dans cette histoire, les États-Unis... vous voulez dire? Oui, moi je pense qu'assez long. Je ne pense pas qu'il s'agit vraiment, on peut dire, d'une rupture totale entre l'Europe et la Russie. Mais tout de même, il faut voir certaines choses. C'est que d'une part, pour les observateurs outside, c'est qu'il s'agit d'abord d'une l'insuffisance d'autonomie des pays européens, malgré par exemple, je dirais, les efforts du président Macron, mais aussi chancelier allemand. C'est qu'en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a une attraction, il y a une certaine, je dirais, obéissance conceptuelle de pas mal de certains pays envers les États-Unis. C'est un fait incontestable. Et deuxième, je pense, oui, il s'agit d'une sorte de continuité, de tradition, si vous voulez. Je pense pour la Russie, si on va depuis l'ère tsariste, à travers la période Staline, c'est que ce pays, avec ses immenses territoires, avec aussi ses faiblesses financières et économiques, et les facteurs militaires, les forces militaires, occupent une place plus importante dans les actions extérieures que par rapport avec les autres pays. C'est la continuité. Enfin, le troisième, moi, je pense tout de même, c'est pas encore le moment de dire que la Russie veut la vengeance. Parce que si on voit depuis 30 ans, les trajectoires achevées, c'est plutôt que la Russie se recule et que l'Occident s'avance. Donc probablement une réaction de réaction un peu énergétique, sec, excessif. Donc qu'est-ce que la Russie veut maintenant? Mais c'est pas encore. C'est les limites. En fait, mais il y a aussi des limites. Les limites à fixer. Donc qu'est-ce que la Russie veut maintenant?
c'est que si, par exemple, une certaine conciliation ou un arrangement structural à travers le traité, à travers des déclarations officialisées pour la sécurité, alors là, il faut maximiser le gain de cause, y compris le coupage territorial, pour mieux protéger, disons, je dirais, cette sécurité, entre guillemets. Et, à votre avis, qu'est-ce que veut l'autre bras de fer, les États-Unis, dans cette histoire? Parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup investi dans cette crise. Qu'est-ce que les États-Unis veulent au fond? Là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que il y a toujours cette menace des sanctions économiques contre la Russie. Elle veut pas que l'Ukraine soit découpée, que pas perdre une partie de son territoire. Elle n'a pas envie que ça donne un précédent en fait pour la Russie de dire maintenant je peux découper un peu toute cette partie qui est proche de ma frontière. Je peux prendre par exemple là il y a évidemment elle a mis des troupes par exemple en Biélorussie, donc ça peut inquiéter les pays voisins en disant même dans des pays normalement qui sont pas dans le conflit directement, il y a quand même des troupes russes. Donc elle essaye un peu de dire ici la Russie ne peut pas dicter ses ordres à l'Europe et aux pays d'Europe de l'Est. Donc, et puis elle veut surtout dire que l'Ukraine a toujours le droit de continuer de demander à faire partie de l'OTAN, qu'on ne doit pas limiter son choix. Mais alors maintenant que la Russie s'investit un peu sur le territoire ukrainien, là les cartes sont rebalancées puisque cette fois-ci il y a peu de chances que l'Ukraine vienne dans les prochaines années appartienne à l'OTAN en fait, puisque le territoire maintenant va être dans une condition un peu difficile où il n'y a même plus de frontières très claires. Et il va y avoir un conflit dans l'Est qui va durer pendant certainement plusieurs années. Donc là, je pense que la question de l'Ukraine, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN on a aussi l'impression que les États-Unis veulent, en utilisant cette crise, veulent créer des contradictions entre la Russie et l'Europe. Est-ce que cette crise suffira-t-elle à ébranler les relations entre la Russie et l'Europe? M. Schul avait dit, c'est que l'Europe, malheureusement, l'Europe de l'Ouest a tendance à obéir un peu aux États-Unis parce qu'elle a besoin de son appui pour la défense. L'OTAN, c'est la seule défense militaire de l'Europe. L'Union européenne n'est pas capable de se défendre elle-même. Et c'est l'armée s'il y a un conflit, c'est l'OTAN qui interviendra avec un fort appui américain, même si eux ne sont pas concernés directement parce que c'est pas sur leur territoire. Donc c'est un peu un jeu un peu bizarre où les Européens mais face à ces sanctions, entre les deux en fait. Face à ces sanctions posées par les États-Unis et l'Europe, est-ce que cela pourrait amener les États-Unis à émettre des sanctions contre la Chine pour mieux toucher la Russie? Moi, je pense pas. Il n'y a pas une causalité pour que les États-Unis mettre des sanctions contre la Chine. Je pense que si on revient à la question précédente, d'abord, qu'est-ce que veulent Washington ou les États-Unis? C'est la continuité de Pax américain, même si de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, si on voit, c'est que les décideurs à Washington veulent faire le double stratégie. D'un côté, c'est un peu assujettissement et le contournement de la Russie, assujettissement de l'Europe. De l'autre côté, c'est Indo-Pacifique qui voulait un peu encercler la Chine. Et qu'aujourd'hui, est-ce que les États-Unis ont suffisamment de force de pratiquer parallèlement les deux stratégies? Beaucoup en d'autres. Mais au moins, c'est qu'aujourd'hui, si on va les mettre dans la Maison Blanche, il y a une continuité depuis Trump jusqu'à Biden. C'est à peu près la même chose. Le résultat peut-être serait autre. Et deuxième, moi je pense, oui, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a une calcul, disons, un peu égoïste. C'est-à-dire que, voilà, on veut que les Européens reviennent, ou disons, marchent sur le rail de Washington, mais sans suffisamment d'engagement effectif. C'est-à-dire qu'on peut donner des assistances, on peut faire le soutien, mais pas envoyer des troupes directement sur le terrain. Donc ce serait les États bidons, ce seraient les États, je dirais, de taille qui va payer le prix du conflit. Un peu comme ce qui se passait pendant la guerre froide, où c'était des pays annexes qui se faisaient la guerre entre eux, et les deux grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis, ne rentraient pas en conflit directement. Et surtout, je dirais, au moment aujourd'hui, si on voit, c'est que d'un côté, il y a la mondialisation, si vous voulez, globalisation. C'est que les États-Unis veulent réorganiser la chaîne de production, les chaînes de ravitaillement en leur faveur. Énergie seulement, c'est un des domaines.
Et on le sait aussi, c'est que les stratégies américaines envers nous, c'est aussi à travers, je dirais, la rupture déconnectée et le nouveau connecté, pour réorganiser en leur faveur. Là, la Russie, ce serait, je dirais, peut-être un pays ciblé, si vous voulez. Et si on parle de la place de la Chine, puisque la Chine commence à prendre sa place dans cette crise, Monsieur Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a participé à la conférence de Munich sur la sécurité. Et donc, quelle est la position de la Chine maintenant? Je pense, encore une fois, on montre, d'abord, on n'est pas, par exemple, membre d'un bloc militaire. Même s'il y a différents partenariats, on garde une, je dirais, autonomie de gestion, de jugement, de considération sur les affaires. On pense d'abord, c'est médiation, c'est la résolution pacifique, non pas, par exemple, à travers les actions militaires. Et deuxième, chaque pays, y compris la Russie et l'Ukraine, a des revendications sécuritaires normales, mais peut-être certains peut-être excessives, on peut les discuter, mais pas à travers, je dirais, des menaces ou des actions de sabotage. Et enfin, moi je pense, oui, ça c'est important, c'est au moins ce que nous souhaitons, c'est on souhaite vraiment, c'est que les pays européens prennent suffisamment, montrer leur capacité, non pas seulement montrer la volonté d'autonomie, mais capacité de rassemblement, de mobilisation, de faire exécution, je dirais, comme par exemple l'accord de Minsk ou d'autres. Oui. La voie diplomatique, comme les Européens avaient essayé de le faire sans avoir la puissance pour le faire, en fait. Ils n'avaient pas les moyens de le faire. Mais la Chine soutiendrait, je pense, une résolution diplomatique, évidemment. Et pensez-vous que la proposition de la Chine, le fait de revenir sur l'accord de Minsk, que ce sera possible, enfin, pour la mise en pratique Bon, je pense qu'il faudra faire de nouveaux accords, hein, les Minsk 3 peut-être, Minsk 4. Donc le Minsk 2, non. Oui, je dirais que si on fait le constat, c'est que la porte aujourd'hui s'est réduite, c'est entrouvert, mais pas encore totalement fermée. Et il y aurait une grande chance, même si peut-être c'est limité. Mais ça pourrait être une solution. Sachant que les accords de Minsk, la Russie disait qu'elle n'était pas partie prenante, qu'elle avait une position de médiatrice. Maintenant, elle est un peu partie prenante, hein, puisqu'elle appuie les républiques sécessionnistes. Ensuite, il devait y avoir aussi des élections qui devaient se faire. Maintenant, je pense que ça va être compliqué pour suivre le protocole de Minsk. Il y aura forcément beaucoup de changements dans les années qui viennent. Donc la crise ukrainienne est loin d'être terminée, encore, hein, quelle que soit l'évolution des choses, soit une rechute des conflits, soit on trouvera un accord solide sur l'avenir de l'Ukraine. On ne sait pas encore, c'est de plus en plus difficile de prédire la suite, mais nous allons suivre l'évolution. Merci de votre fidélité, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt dans la suite de l'émission. Merci Nicolas, merci Monsieur Chu, merci Elsa. À très bientôt.